Bienvenue dans Rue de la République cette semaine avec le sénateur communiste des Bouches-du-Rhône, Jérémy Bacchi. Bonjour Jérémy Bacchi. Bonjour à Léo Purguette également qui m'accompagne chaque semaine pour cette émission politique. Bonjour. Léo. Voilà, on parlera de la Marseillaise qui a une jolie une ce week-end. On en parlera si vous voulez bien à la fin de cette émission. Jérémy Bacchi, actualité riche et foisonnante en ce moment. Vous êtes à l'origine de l'appel de Marseille sur la lutte contre les trafic évidemment. Nous avons également beaucoup d'actualités sociales. On va peut-être commencer par ça si vous voulez parce que c'est quand même tout frais. On a vu que la CGT se retirait de la table des négociations sur les retraites. FO avait fait de même il y a déjà une dizaine de jours, plus une organisation patronale, pas pour les mêmes raisons. Ça veut dire que c'était un grand bluff finalement, ce conclave qui était décidé pour reparler la réforme des retraites de François Bayrou. Écoutez, il y a deux options. Soit c'est un grand bluff, comme vous le dites, soit c'est un grand raté. En tout cas, en tout état de cause, au final, on voit bien que le conclave voulu par le Premier ministre il y a quelques semaines de cela se termine en autre boudin. Je le disais d'ailleurs au Premier ministre mercredi au Sénat. On se rend compte que finalement, à la fin de ce conclave, il n'y aura plus personne autour de la table pour signer un quelconque contrat. Que disait le Premier ministre ? Premier ministre au mois de janvier, il dit « Je n'ai aucun tabou, pas même sur l'âge de départ à la retraite à 62 ans ». Que dit le Premier ministre aujourd'hui ? C'est « niet » pour le retour de l'âge de départ à 62 ans. Donc l'idée de dire « On négocie, on discute, mais à l'issue de cette négociation, c'est ma feuille de route qui devra être adoptée », n'est pas acceptable pour les travailleuses et les travailleurs. On voit bien la réaction aujourd'hui de la CGT que je partage bien évidemment. Et on voit bien comment, au cours des semaines, le gouvernement a évolué sur cette question-là. Il a voulu gagner du temps tout simplement pour ne pas être censuré ou alors il vous infantilise un petit peu en disant « Mais alors, soyons un peu sérieux, c'est pas faisable. » Moi, j'ai plutôt l'impression d'une grande cacophonie gouvernementale. On a des ministres qui nous expliquent finalement que tout est encore sur la table. D'autres ministres qui disent « Mais c'est hors de question qu'on abroge cette contre-réforme des retraites. » On a la même cacophonie sur la question de l'Algérie et des rapports France-Algérie. On a plutôt l'impression que François Bayrou, à la place d'être un chef d'orchestre, est plutôt un pompier qui essaie d'éteindre les incendies à chaque fois qu'un de ses ministres ou une de ses ministres prend la parole. Et donc, voilà à quoi ça aboutit. Alors, la situation internationale est évoquée pour justifier ce non-retour sur la mesure de 64 ans pour le départ à la retraite. Est-ce que ça vous paraît plausible ? Et puis, dans notre pays, il y a peut-être un peu d'argent à trouver ailleurs, non ? Effectivement, c'est souvent l'argument qui nous est opposé. Tout d'abord, mais on y reviendra sur les questions internationales, nous réaffirmons notre refus d'une surenchère militaire et guerrière, mais on aura j'aurai le temps de développer sur le sujet. Et le deuxième aspect, et c'est ce que j'ai dit au gouvernement encore ce mercredi, aujourd'hui, vous n'empêchez pas le retour de la retraite à 62 ans, vous empêchez l'idée même qu'on puisse faire des propositions de financement alternatives pour pouvoir y parvenir. Donc c'est philosophique. C'est plus un sujet économique, c'est un sujet purement philosophique. Et on voit bien dans le rapport de la Cour des comptes comment sur les 20 prochaines années, finalement, c'est la part de dépenses des retraites dans le PIB qui va diminuer. Et donc, on assèche volontairement notre régime de retraite pour dire au final, regardez, il n'est plus finançable, il faut réformer, il faut travailler plus longtemps. Donc, c'est un positionnement philosophique, dogmatique, contre l'immense majorité des Françaises et des Français. C'est quoi votre proposition ? Quelles seraient vos propositions justement alors ? Il s'agit, pour nous, déjà, on est toujours favorable au retour de l'âge de départ à 60 ans. 62 ans, pas 62, hein. Non, c'est une étape pour retourner aux 60 ans. L'idée, c'est de pouvoir financer cela par une révision de l'assiette des cotisations sociales et notamment des cotisations sociales patronales. On a aujourd'hui plusieurs dizaines de milliards d'euros d'exonération de cotisations sociales dans le pays qui manquent justement à notre protection sociale, à la fois sur les retraites, mais aussi pour l'hôpital public, que nous devons regarder beaucoup plus près et évidemment à la loupe. Ça, ce sont des sujets. L'égalité femmes-hommes, c'est aussi salarial, je parle, c'est aussi des milliards d'euros supplémentaires dans les caisses de retraite justement pour les financer. Donc des mesures, il y en a, mais qui visiblement ne conviennent pas ni au patronat ni au gouvernement qui marche main dans la main dans ce texte de loi. Alors il y a une crise quand même politique et démocratique assez importante dans notre pays. Sur cette question précise des retraites, le gouvernement est pourtant minoritaire dans l'opinion, minoritaire dans les urnes, minoritaire à l'Assemblée nationale. Pourquoi il ne tombe tout simplement pas ?
C'est un vrai sujet. Les communistes ont voté à plusieurs reprises les motions de censure. Tout le monde ne l'a pas fait. Je pense aussi au RN récemment, qui menace à nouveau de voter la censure. Je crois que le gouvernement Bayrou, en tout cas, a été un temps habile à essayer de donner des gages aux uns et aux autres pour pouvoir justement se maintenir en place. Je pense qu'il y a eu la question du budget qui a effrayé à la fois évidemment les Françaises et les Français, le non-vote du budget, mais aussi une partie de la classe politique. Et je crois que certains ont fait le calcul de dire le gouvernement est là, il faut que le budget soit voté et ensuite on verra pour la censure ou pas. On est dans la phase 2, dans celle où les uns et les autres sont en train de voir si motion de censure sera adoptée contre ce gouvernement ou pas. On verra ce qui sera fait dans les jours et dans les semaines qui viennent. Mais effectivement, un gouvernement impopulaire qui est minoritaire dans la rue, dans les urnes, et qui a du mal à imprimer une quelconque orientation, une quelconque ligne politique, faute de majorité. Jérémy Bacchi, vous avez parlé du RN, ça vaut aussi pour le Parti socialiste. Est-ce que vous comprenez a posteriori leur position ? C'est ce que je dis. Si la position, c'était de dire on ne censure pas le gouvernement parce qu'on a besoin que le budget passe, c'est un positionnement, ça n'a pas été le positionnement majoritaire des communistes, mais je jette la pierre à personne, chacun est libre de pouvoir développer la stratégie qu'il entend au regard de son histoire et de son orientation politique. Ceci étant dit, ce que je comprendrais moins, c'est que sur des sujets aussi clivants que la réforme des retraites, qu'un certain nombre de sujets qui arrivent là dans l'agenda, certains à gauche puissent ne pas voter une motion de censure sur ces bases-là, qui était, pour le coup, je le rappelle, un point d'équilibre entre l'ensemble de nos forces politiques au moment de l'élection de 2024. Jérémy Bacchi, vous avez évoqué le climat international. Peut-être une question qui est en lien, qui va peut-être faire le lien justement avec l'actualité nationale. On a Trump aux manettes aux États-Unis, on a Poutine de l'autre côté. On voit une montée des populismes partout dans le monde. Justement, comment est-ce que vous vous positionnez par rapport à ça ? Et est-ce qu'on doit se réarmer ? Est-ce qu'on doit être prudent ? Ou est-ce qu'au contraire, on doit continuer de combattre tout ceci ? Moi, je suis de nature prudente sur tous les sujets. Et donc, je considère que l'escalade, à la fois verbale, l'escalade militaire, conduit, et on le voit à travers l'histoire, souvent à des engrenages qui dépassent les gouvernantes et les gouvernants et qui font qu'au final, on se retrouve avec une généralisation des conflits. Et donc, en tant que communiste, en tant que grand défenseur de la paix, je considère que nous devons tout mettre en œuvre, notamment par les voies diplomatiques, pour une issue du conflit en Ukraine. Ça sera encore la diplomatie, Jérémy Bacchi, je vous coupe. Mais clairement, regardez... avec un Trump, avec un Poutine ? Ils font de la diplomatie. La question, c'est est-ce qu'ils en font sans nous, Français, sans nous, Union européenne, ou est-ce qu'ils le font sur le dos des Français et de l'Union européenne ? C'est ça le sujet. Et tant que nous aurons une politique, une posture uniquement militariste, qui consiste à dire on ne discutera pas, on n'essaiera pas une voie ou une issue diplomatique, on va se retrouver, pour le coup, marginalisé et en grande difficulté. Je discutais avec des amis sénateurs qui étaient plutôt favorables à l'effort de guerre des 800 milliards d'euros à l'échelle européenne, etc. Et je leur disais, mais si on conditionnait le vote de chacun des parlementaires ou des dirigeants qui s'expriment en faveur de ce conflit militaire à une participation individuelle de chacun de ces parlementaires militaires sur le front russe, est-ce que vous voteriez la même chose ? Ils ont tous souri, mais comme vous le faites là. Parce que c'est facile de dire il faut... Ils ont passé l'âge des sénateurs, c'est pour ça mais ils ont des enfants aussi. Et je crois qu'il ne faut pas oublier les horreurs de la guerre. Et je pense en premier à ceux qui continuent de mourir aujourd'hui sur les bombes en Ukraine. Et ça, il faut qu'on l'arrête à tout prix. C'est vrai aussi au Proche-Orient ? C'est vrai au Proche-Orient, c'est vrai partout dans le monde. Et donc, je crois profondément à la diplomatie. Et nous avons des mesures de rétorsion. France, Union européenne, dans le cadre des Nations Unies, pour pouvoir pousser, justement, dans ce sens-là. Jérémy Bacchi, on a vu ce samedi une grosse manifestation contre l'antisémitisme, contre cette montée des populismes, contre le racisme également. Ça veut dire que la France commence à être atteinte, justement, par un certain nombre de fléaux, il faut dire la vérité ? Et effectivement, je crois qu'il faudrait être aveugle pour ne pas voir qu'il y a une ambiance générale dans le pays qui tend justement à une libération de la parole raciste, xénophobe, antisémite. Et je crois qu'en même temps qu'il y a cette libération-là, les forces de progrès, les républicains de tous bords, qu'ils soient de gauche ou de droite, ont intérêt à réaffirmer
leur opposition, la résistance face à cette dérive progressive. Et moi, je suis meurtri de voir comment une partie, notamment de la droite française, dite gaulliste, ou historiquement gaulliste, qui a toujours été fermement opposée aux thèses d'extrême droite, même si on avait pour le coup des combats souvent virulents, nous, ma famille politique, face à eux, comment une partie de cette droite est en train de dériver progressivement dans les mains du Rassemblement national. Je le dis, je pense que les Françaises et les Français ont toujours préféré l'original à la copie et que cette stratégie d'aller chasser sur les terres d'eux en adoptant le même discours, les mêmes postures, est extrêmement dangereuse pour tout le pays. Il y a une partie de la gauche aussi qui semble être en prise avec, si ce n'est une dérive, en tout cas des contradictions internes. Je pense à la France insoumise qui a retiré un visuel qui a été jugé par beaucoup antisémite. Vous vous êtes exprimé aussi sur un autre visuel qui n'a pas été directement produit par l'organisation France insoumise mais par l'un de ses membres et qui visait Fabien Roussel. Est-ce que c'est encore possible de travailler avec les insoumis ? Écoutez, moi, je le dis comme je le pense. Je trouve que ces visuels sont, de mon point de vue, inadmissibles, pour les raisons que vous évoquiez. Je l'exprimais publiquement, et je le redis ici. Et il n'y a pas de place à gauche pour entretenir une sorte de confusion ou des propos de cette nature-là. Et donc, moi, ce que je dis, c'est que j'invite à une clarification des positions des uns et des autres. Et je n'ai pas de positionnement a priori. Mais par contre, en fonction des prises de position des uns et des autres, on verra jusqu'où s'arrêteront les périmètres des rassemblements. Mais c'est évident, vous ne pouvez pas vous rassembler avec des gens qui vous crachent dessus. C'est une évidence absolue. Ils n'en ont même pas trop envie, puisque Jean-Luc Mélenchon a déclaré que partout, il présenterait des listes. Ça serait le principe pour les municipales. Et la fin du nouveau Front populaire, donc. J'ai lu ça. On verra comment les choses s'articulent dans notre département, commune par commune. Mais moi, je crois en tout cas, et c'est ce que je porte, c'est un rassemblement de l'ensemble des forces de gauche. Je rappelle que la gauche était présente dans moins d'un tiers des communes lors du scrutin de 2020. Sur les 119 communes, nous avons l'ambition de construire des majorités dans un maximum de communes pour que chaque électrice et chaque électeur de gauche des Bouches-du-Rhône puisse enfin, aux élections municipales, trouver la traduction à ses convictions. Et donc, nous travaillons à cela. Quelles sont les ambitions du PCF sur cette échéance-là ? Les ambitions du PCF sont claires, c'est d'être présent dans un maximum de territoires, évidemment conserver nos communes, mais pouvoir en gagner de nouvelles. On aura le temps de communiquer sur nos ambitions commune par commune. Tout le monde a le temps en ce moment, Jérémy Bacchi, vous avez le sourire. Je ne vais pas spoiler là-dessus, mais aussi pouvoir être présent dans des conseils municipaux, parfois dans les oppositions, notamment dans les petits villages, dans les petites communes, là où parfois la gauche dans son ensemble, pas que le Parti communiste, n'était jusqu'alors pas représenté. Alors, le nouveau Front populaire, le printemps marseillais, la liaison peut être faite aujourd'hui. Il ne nous a pas échappé qu'un sondage est plutôt favorable à l'équipe de Benoît Payan. Comment est-ce qu'on se positionne ? Le Parti communiste va les repartir ensemble, j'imagine, pour l'année prochaine, en mars ? Les communistes sont activement à l'œuvre dans la majorité printemps marseillais. Ça fait évidemment aucun doute. Nous aurons, en temps voulu, à nous déterminer par un vote sur la reconduction de cet accord. C'est plutôt ma position personnelle et sans vouloir préfigurer de ce que pourrait être le vote des communistes en temps et en heure, ça semble être la décision ultra-majoritaire des communistes des Bouches-du-Rhône de Marseille. En tout cas. Avec ou sans LFI, puisque Sébastien Delogu semble vouloir faire cavalier à part, a priori. Mais là aussi, je redis ce que j'ai dit, la LFI décide de sa propre stratégie, il ne m'appartient pas à décider à la place des Insoumis quelle est leur stratégie. Nous prendrons acte de leur positionnement, commune par commune, et visiblement c'est le cas sur Marseille, puisque j'ai lu, comme vous, la presse et les différentes déclarations. Mais je note quand même quelque chose, c'est que le printemps marseillais, dans les enquêtes d'opinion qui sont sorties ces dernières semaines et ces derniers mois, progresse de manière extrêmement intéressante à l'échelle de la ville, mais en plus fait progresser l'ensemble de la gauche. Nous avons un total gauche qui est aujourd'hui à près de 50% à l'échelle de la ville, si on prend les scores différenciés des Insoumis, des écologistes et du printemps marseillais, alors que nous avions un total gauche qui était à 15-20 points de moins au premier tour des élections municipales de 2020. Et donc on voit bien comment le bilan de cette majorité printemps marseillais renforce la gauche, nos idées globalement, mais renforce aussi celles et ceux qui œuvrent dans ce sens-là depuis 2020, et c'est ce qui me fait dire que nous avons tout intérêt à poursuivre l'aventure. Dans ce sondage, les communistes ne sont pas testés, ça vous étonne ?
Ça m'étonne, oui et non. Non, parce que nous étions, comme je le disais, depuis 2020, dans une majorité où les communistes ont participé, et que les communistes ont appelé de leur vœu, dès le mois d'avril d'ailleurs 2019, et où nous avons été l'un des artisans actifs de ce rassemblement. Et donc, comme je le disais, la volonté, c'est plutôt de poursuivre ce rassemblement. Et donc, que les sondeurs testent ce rassemblement me choque pas. Alors, il y a une question importante à Marseille, c'est évidemment la sécurité. Il semblerait que, y compris sur ce sujet, la majorité municipale progresse. On sait que c'est un sujet sur lequel vous intervenez beaucoup, notamment en direction des narcotrafiquants. Quelle est la situation aujourd'hui ? Vous aviez lancé un appel de Marseille. Est-ce que vous avez... La loi est passée au Sénat. Allez-y. Écoutez, effectivement, l'année 2023, pour un bref historique, année extrêmement meurtrière. Marseille, 49 règlements de compte, plus de 430 narco-homicides en France. Donc, ce n'est pas une situation exclusivement marseillaise, même si on en paye un lourd tribut. Et donc, il m'est apparu, avec d'autres, de pouvoir réagir, alerter l'opinion publique et notamment les citoyens et le plus grand nombre. Et donc, effectivement, on a lancé au mois de janvier 2024 l'appel de Marseille, avec des acteurs culturels, syndicalistes et autres, pour pouvoir interpeller l'opinion. Des milliers de signatures dans cet appel, de partout en France d'ailleurs. En parallèle, avec mes collègues Marie-Arlette Carlotti et Guy Benaroche, nous avons sollicité Gérard Larcher, le président du Sénat, pour lancer une commission d'enquête au Sénat. Commission d'enquête qui a vu le jour, dont le rapport a été adopté à l'unanimité du Sénat, et qui s'est transformé en proposition de loi qui a été présentée et adoptée là aussi à l'unanimité du Sénat au mois de janvier. Cette loi est actuellement entre les mains de l'Assemblée nationale. Elle commence à faire polémique, on parle de mesures qui seraient liberticides. Alors, il y a des débats, effectivement, là-dessus. Ça fait partie, d'ailleurs, ces mesures-là, des mesures que nous n'avons pas votées, nous, groupe communiste, au Sénat, notamment sur le dossier coffre, sur ce qu'on appelle les MC Catchers, c'est-à-dire la possibilité à distance de déclencher les téléphones, etc. Parce qu'on a effectivement des réserves et que je crois que pour être extrêmement efficace, une loi a besoin d'être largement acceptée. Et donc, il s'agit de trouver le bon équilibre entre liberté individuelle et pouvoir donner aux forces d'investigation et à la justice pour pouvoir être plus efficace dans la lutte contre le narcotrafic. Je crois qu'il y a une voie qui sera trouvée, en tout cas je le souhaite vivement. Juste d'un mot sur la confusion désormais des fonctions de préfet de région et de préfet de police. Est-ce que c'est un bon signal selon vous ? Je suis assez dubitatif pour rien vous cacher. Je pense que dans un territoire comme le nôtre, l'action du préfet ou de la préfète de police plus précédemment était plutôt une bonne chose d'identifier pour le coup un représentant de l'État spécifiquement sur ces sujets-là et avoir un interlocuteur assez disponible et réactif sur ces sujets-là. Après, encore une fois, je ne veux pas juger a priori. On va voir, peut-être dans 6 mois, je vous dirai que c'était une idée fantastique. Mais comme ça, j'ai plutôt quelques doutes. Je voudrais qu'on vous entende sur la responsabilité des consommateurs. On a longtemps compris que la gauche était favorable, alors pas forcément à la dépénalisation, peut-être pas à la légalisation, mais à la dépénalisation. Est-ce que c'est encore jouable aujourd'hui ? Est-ce que c'est encore responsable aujourd'hui ? Écoutez, moi, la position du Parti communiste français n'a jamais été officiellement de dire on est pour la dépénalisation ou la légalisation. Moi, je vais vous livrer ma position, qui est une position somme toute très personnelle, mais puisque vous m'invitez, je vous la livre. Je suis farouchement hostile à toute idée de dépénalisation. La dépénalisation, pour moi, est un système d'entre-deux qui est extrêmement dangereux. C'est-à-dire qu'on reconnaît la possibilité implicite, l'État reconnaît implicitement le droit de consommer, mais pas le droit de vendre. Et donc, on continue à alimenter financièrement les réseaux mafieux et d'un autre côté, l'État ferme les yeux sur la consommation. Donc il y a un débat, de mon point de vue, légalisation ou criminalisation, me gêne pas, il faut qu'on ait le débat. Moi, je suis plutôt contre la légalisation à titre personnel. Mais je crains pas le débat. Mais je trouve que la dépénalisation en soi ne règle aucun problème et risque même d'en créer d'autres. Après, on a un problème de santé publique. Vous aviez 60 000 consommateurs réguliers de cocaïne en 2009, 600 000 en 2020-2021. On est à plus d'1 million sur l'année 2024. Vous voyez la progression. Et là, on n'est plus sur ce qu'on appelle les drogues douces. On est sur des drogues dures. Je ne parle même pas des drogues de synthèse. Oui. Et on voit bien comment, sur la prévention... Est-ce que vous considérez qu'en légalisant le cannabis, ces réseaux paramilitaires mafieux vont ouvrir des bureaux de tabac ? Alors, d'une part, ils ne vont pas ouvrir des bureaux de tabac. On me dit, je n'ai pas les chiffres, je ne sais pas si c'est exactement ça, mais que près d'un paquet de cigarettes sur 4 est vendu à la contrebande à Marseille aujourd'hui.
On peut imaginer que ça soit pareil de même pour le cannabis, avec encore plus de produits toxiques à l'intérieur de la résine de cannabis. Et on voit bien surtout la progression des drogues dures et des drogues de synthèse. Et donc ça ne réglera pas la question du narcotrafic. Moi, je pense à la prévention dès le plus jeune âge. Il faut peut-être dans les collèges, dans les lycées, on ait encore plus d'heures d'accompagnement de prévention et l'accompagnement aux soins. Je ne connais pas un consommateur régulier qui a 40 ou 50 ans aujourd'hui de drogue douce qui me dit si j'avais su, je ne regrette pas, j'ai bien fait de fumer mon premier joint à 15 ans. Ça dit quelque chose de notre société ? Ça dit quelque chose de notre société. Effectivement, sûrement un malaise, un mal-être, un besoin aussi de s'évader via un certain nombre de drogues, caractère festif parfois, etc. Mais pas que. Je crois que ça dit aussi quelque chose du point de vue de la faiblesse de notre système de prévention et d'accompagnement aux soins, parce que c'est aussi une problématique sanitaire. Merci Jérémy Bacchi d'avoir été notre invité dans Rue de la République cette semaine. Je voudrais qu'on termine cette émission avec la une de la Marseillaise de ce week-end. L'appel qui sème l'espoir, et il n'y a rien de mieux que le président de la Marseillaise pour nous en parler. Qu'est-ce que tu as voulu faire, Léo, en fait ? C'est un appel en faveur de la biodiversité. On sait que les choses sont un peu coincées au niveau international. On pense que beaucoup de choses peuvent se faire au niveau local. Et puis, puisque c'est le printemps, on appelle tous nos lecteurs à joindre l'acte à la parole en semant cette une fois qu'elle sera dans votre jardin, sur votre balcon. Des fleurs des champs en sortiront. Ouais, et plein de petites Marseillaises peut-être également. Merci beaucoup à tous les deux d'avoir été nos invités. Léo Purgatte, le président de la Marseillaise. Jérémy Bacchi, le sénateur communiste des Bouches-du-Rhône. Et à la semaine prochaine pour une autre émission. Merci.